Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous déjà Monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est cadre, d'abord il est président de la nouvelle vision panafricaine, aussi ancien conseiller politique, économique, financier du feu Étienne Tshisekedi, mais également cadre et candidat, député national de l'UDPS Tshisekedi au niveau de l'Omela. Je crois que c'est ça. Et puis, il est consultant international en développement durable. Bienvenue, Monsieur Norbert Yamba Yamba. Merci bien, Joseph, pour l'invitation. Je suis heureux de vous retrouver après autant de jours pour qu'on puisse échanger sur des questions qui intéressent la nation. Parce qu'il me semble qu'on est en train là de traverser une zone de turbulence. Voilà, merci. Je ne serai pas seul, comme d'habitude. En tout cas, mon estimé confrère Yves Kankonde est présent pour vous servir. Bienvenue, Yves. Merci, Joseph. Bienvenue à vos fidèles téléspectateurs de ce magazine sociopolitique 45 minutes pour convaincre. Alors, je vous reçois vraiment très très bien parce que aujourd'hui vous êtes vraiment en cravate, hein, vous avez repris les habitudes. Ce n'est qu'un style, ce n'est qu'un habillement et voilà, on veut être chic. L'émission a un caractère VIP. Voilà. Allez, merci beaucoup Yves Kankonde. Alors, directement, je reste chez vous pour donner l'ossature de cette émission. Fidèles téléspectateurs de 45 minutes pour convaincre, votre émission vous offre un débat axé sur 4 thèmes principaux. Ces thèmes sélectionnés de l'actualité marquante en République démocratique du Congo. Le tout premier thème est relatif aux attentes du peuple congolais quant à ce programme du Front commun pour le Congo qui sera rendu public dès demain. Les gens se posent des questions de ce qui va ressortir et ce qui va être proposé pour le bonheur du peuple congolais. Nous parlerons aussi du processus électoral, bien sûr, en nous posant des questions sur ce manque de consensus sur des questions ou quant à ce qui concerne des questions qui divisent encore la classe politique congolaise. Allons-nous partir aux élections avec ces questions qui ne font pas consensus ou il y aura une autre alternative? Les questions sont multiples, les réponses vous les obtiendrez bien sûr au cours de cette émission. Nous allons aussi faire un tour du côté de ce qui est ressorti de la rencontre de Genève, l'accord signé, le retrait des uns, qu'est-ce qui ressort de ce dit accord? Vous vous posez autant de questions, eh bien, des réponses. Dans cette émission, nous chuterons, bien sûr, avec la promulgation de la loi organique organisant le fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Nous sommes à quelques jours de la tenue des élections. On promulgue la loi organique de cet organe citoyen. Pourquoi et pour que ça fasse encore quoi? Autant de questions. Monsieur Norbert Yamba Yamba a donc 45 minutes pour pouvoir vous convaincre. Vous avez donc 45 minutes pour convaincre l'opinion, monsieur Norbert Yamba Yamba. C'est quand même une petite surprise hein, de voir encore de personnalités de votre trempe au sein de l'UDPS parce que depuis la mort du Sphinx de Limité, on a estimé que le parti a été abandonné plutôt aux nouvelles générations ou aux jeunes gens. Les nouvelles générations, c'est un problème d'esprit. Il y a des vieux qui sont jeunes en âge, en esprit. Il y a des jeunes qui sont vieux, n'est-ce pas, en âge. Et donc, c'est un problème d'esprit, mais il faut reconnaître que l'UDPS est un esprit. C'est un état d'esprit. C'est une vision. Je dirais même c'est une religion. Et donc, chacun de nous devra se poser la question sur son aujourd'hui. Suis-je en conformité avec cet esprit? Suis-je véritablement sur la même boussole, etc. Toutes ces questions questionnantes ont permis véritablement que certaines personnes qui n'étaient pas suffisamment outillées pour affirmer naturellement cet esprit, on dit se délocaliser, au travers d'une sorte d'imbécilisation politique où beaucoup nous ont laissés. Quand cela ne tient, nous sommes là et beaucoup d'autres personnes de ma trempe, et même plus que moi, sont encore là et tiennent mordicus à ce que le pays fonctionne autrement. Donc l'UDPS restait le même et continuera à se battre jusqu'à ce que les Congolais trouvent leur compte. Voilà, vous êtes candidat pour le compte de l'UDPS Tshisekedi à Lomela. C'est chez vous au village? Oui, tout à fait. Je sais que je suis mieux connu à Kinshasa, mais j'ai entendu
les plaies des uns et des autres qui pensent que le territoire est abandonné. Il n'y a pas beaucoup d'efforts pour les transformer. Moi-même, je me suis rendu compte 2 par 3 fois, etc. Beaucoup de gens m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose, étant donné que j'ai un esprit consolidé de développement et que ce territoire est presque abandonné. Pourquoi ne pas avoir un homme ou une femme qui a la puissance de la connaissance, qui a le degré dosé de conviction pour que véritablement s'investisse dans la perspective de pouvoir les transformer. Lomela, c'est dans le Sankourou, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et là, il y a quand même des adversaires coriaces hein, au niveau du FCC, où on a sur le coin de grands ténors. Hein. Yves, il y a quelques-uns. Il y a Jean-Charles Lokotolo Lakombe et nous avons, je crois aussi, Léonard Cheokitundu, nous avons Lambert Mende. Et puis le vice-ministre Basil Olongo, qui cette fois-ci a dit je quitte Kinshasa où j'ai été parmi les meilleurs élus autrefois et pour cette fois-ci je vais chez moi au village, à Lomela. Mais vous êtes en train de risquer, vous sentez déjà que c'est une bataille presque perdue d'avance? Je pense que le monde est en train d'évoluer. La démocratie bourgeoise, la démocratie mercantiliste, la démocratie élitiste, c'est une démocratie démodée. Elle est essoufflée, elle est dépassée. Parce que le degré de maturation de notre peuple aujourd'hui est capable véritablement de faire une sélection rationnelle pour savoir qui sont les auteurs de la situation chaotique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sincèrement, vous avez cité un certain nombre de personnes, en tout cas dispatchées à travers les 6 territoires du Sankourou. C'est vrai que certains seront avec nous hein, sur un même terrain de bataille, ça c'est évident, mais il faut avoir le message. Il faut construire une espérance. Il faut savoir dire ce qu'on n'a pas fait, pourquoi on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on devra faire aujourd'hui. Tout l'essence de mon combat pendant que j'avais 22 ans, aujourd'hui j'ai 34 ans de vie au sein de l'IDPS, etc. Je pense que j'ai mijoté un esprit. J'ai pensé une offre politique. Et avec l'IDPS, parce que c'est le peuple d'abord, nous allons nous battre pour apporter un message d'espérance. Pour que véritablement les changements interviennent maintenant. En tout cas, j'ai la puissance de la connaissance, j'ai la dose de conviction et je le Allez, calmez-vous un peu, hein. Nous ne sommes pas encore en campagne. Vous êtes président de la nouvelle vision panafricaine, ça signifie quoi? La nouvelle vision panafricaine, c'est toujours les constats. Les constats de voir que l'Afrique n'avance pas. L'Afrique continue à être continent problématique par excellence à cause de son élite qui n'a pas conscience. Son élite qui n'est pas très impliquée dans l'essence de pouvoir améliorer véritablement les conditions de sa population. Et il faut chercher des solutions. Et pour chercher des solutions, nous disons qu'il faut une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision passe nécessairement par la création des États-Unis d'Afrique, passe par la restauration, c'est pas de la conscience historique. Mais vous ne pensez pas que c'est un rêve que plusieurs personnes ont soutenu et puis sont partis? Je pense que ce sont des choses qui restent dans des pensées et qui ne s'accompliraient jamais. Il faut toujours avoir des rêves. Il faut toujours partir de l'utopie. C'est vrai que les autres ont rêvé. Je suis en train de rêver. Et parce que je suis en train de rêver, je parle de la nouvelle vision panafricaine. Les autres ont parlé du panafricanisme. Moi, je viens avec une nouvelle vision, avec une formule doublée véritablement de l'intelligence économique. On aura le temps qu'on en parle pour que je puisse véritablement faire un développement dans l'essence de la matérialisation physique de cette vision. Mais vous êtes ici limité quand même hein, par des moyens matériels et financiers. Vous pensez vraiment porter une très grande vision comme celle-là? Vous ne trouvez pas que vos ambitions sont un peu démesurées? Ce ne sont pas les moyens qui créent les hommes. Ce sont les hommes qui créent les moyens. Et quand on a les idées, on peut conduire le monde. Je pense que des hommes et des femmes comme Kwame Nkrumah, lorsqu'ils n'étaient pas encore présidents, ils ont pensé ces idées-là. Ils ont drainé véritablement l'Afrique. Ils ont suscité l'espérance. Ils ont suscité l'intérêt et l'adhésion de beaucoup de personnes. Ils n'avaient pas l'argent. Ce n'est qu'après qu'ils ont eu l'argent. Moi, je pense que nous avons cette vision et cette vision est véritablement intéressée sur l'Afrique. C'est comme ça que nous sommes en pourparlers avec 43 pays africains aujourd'hui. Nous sommes en pourparlers avec les Afro-descendants qui sont dans les Caraïbes, notamment en Guyane, notamment en Guadeloupe. Nous sommes avec les Afro-descendants qui sont aux États-Unis, comme Bolefi,
comme Ama Mazama. Nous sommes pour parler avec des hommes et des femmes comme Philippe Moutoundé, Bombassang, ici en Afrique, la diaspora. Nous comptons mettre en place un institut de formation panafricaine. Et tout cela faisant commune, je crois. Comment arriver alors un jour à réussir cette idée ou matérialiser ce rêve de la création des États-Unis d'Afrique, quand bien même on sait que ceux qui ont tenté, on peut citer le feu président Kadhafi, qui lui il avait toutes les convictions que ça pouvait marcher, ça n'a pas marché. Comment en arriver là avec aujourd'hui presque tous les chefs d'État africains, presque tous, je ne dis pas que tous, mais presque tous, ont une main tendue vers l'Occident, où on pense que tout doit nous venir de l'Occident, alors que nous, en Afrique, les choses ne semblent pas bouger. Et avec une économie africaine extravertie. Bien entendu, et c'est comme ça qu'il faut une nouvelle vision panafricaine qui permette à ce que nous puissions véritablement maximaliser l'utilisation de notre génie propre. Et c'est ce génie propre qui va nous donner véritablement des technologies qui nous permettraient de pouvoir exploiter, transformer nos richesses potentielles. C'est très important. Vous savez, la Chine à l'époque... Écoutez, la Chine a connu une révolution paysanne. Il n'y avait pas de performance comme on le voit aujourd'hui. Mais en 1949, avec le leadership d'un homme comme Mao Zedong, écoutez, la Chine avait provoqué une révolution culturelle en chassant les prêtres, les pasteurs et les imams, etc., en construisant une sorte de passerelle gagnante avec son environnement lié à leurs ancêtres, etc. Ils ont restauré leur culture, ils ont rétabli leur identité culturelle, ils ont maximalisé l'utilisation de leur génie propre. Aujourd'hui, la Chine est un grand pays qui, visiblement, pourra prendre le dessus sur le plan économique à travers le monde. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui la médecine chinoise. Combien nous avons des praticiens dans notre pays? Est-ce que nous utilisons cette médecine? Est-ce que nous la rationalisons? Tout cela faisant commune va nous permettre véritablement que nous puissions nous approprier de notre pays dans tous les secteurs de la vie nationale, encore que le Congo-Sel ne peut pas s'en sortir. Alors, parce que, il faut que je termine. Oui, veuillez chuter. Le Congo-Sel ne peut pas s'en sortir, étant donné que nous avons 5 régions. Il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Le Congo est au centre en Afrique centrale. Et qu'à différents niveaux, il y a des potentialités, il y a aussi des possibilités. Pourquoi ne pas construire des passerelles gagnantes qui permettent aux Africains de mutualiser leurs efforts? Ce n'est pas avec l'OIA, l'Union africaine. Ça, c'est un truc, un machin qui s'y est supporté à 90% de l'extérieur. Nous croyons que demain, nous allons, dans les différents pays à travers l'Afrique, créer ce que nous appelons des projets intégrateurs, des projets fédérateurs. Regardez, au Rwanda, aujourd'hui, on est en train d'exploiter le gaz méthane. Le gaz méthane qui, en réalité, est utilisé dans est une richesse du lac Kivu. Oui. On aurait pu créer une usine, on aurait pu créer un investissement commun, etc. Et on dispatcherait, n'est-ce pas, le gaz méthane. Aujourd'hui, à Bukavu comme à Goma, on utilise le gaz exporté du Rwanda. Voilà. Et pourtant, nous n'avons alors que nous l'avons aussi sur notre lac. Et pourtant, le Rwanda n'avait pas de l'argent. Il a utilisé simplement un partenariat public-privé avec les Indiens, 500 millions de dollars. On exploite. Ma crainte, c'est quoi? C'est que les projections par rapport à cette richesse montrent qu'on ne peut pas aller au-delà de 30 ans. Et la capacité de rayonnement au niveau de l'utilisation, en tout cas, la littérature montre que ça peut aller jusqu'à 300 km. Je crains que le Rwanda puisse se pomper aussi chez nous pour que cela se termine et que nous entendions la main du ciel tomber. Allez, voilà, dernière question personnelle. Vous êtes consultant international en développement durable. Ça signifie quoi? Je suis consultant parce que je suis consulté par beaucoup d'organismes à travers le monde dans le sens des questions de développement. Le développement, vous savez que c'est plus sectoriel. Et le développement durable, c'est au sujet de la gestion de l'environnement, au sujet de la gestion du développement rural, au sujet de la réglementation climatique, etc. Donc, toutes ces questions qui sont liées à l'amélioration des conditions de vie de la population. En développement? Je suis expert en développement, mais durable. C'est-à-dire que les stratégies qui sont les miennes porte sur la durabilité, porte sur la solidarité intergénérationnelle. Et donc quand je propose une action, ce n'est pas simplement aujourd'hui, ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas court-termiste, c'est long-termiste. Voilà pourquoi je suis considéré comme
expert en développement durable. J'ai travaillé avec des organismes italiens, des organismes belges. J'étais même directeur général d'un grand projet de la Direction générale de la coopération belge. J'étais directeur, coordonnateur national d'un grand programme, n'est-ce pas, de la coopération américaine. Je suis consultant plusieurs fois à la Banque mondiale sur les questions de la gestion des forêts, sur la question de la décentralisation, de la déconcentration, sur les questions, n'est-ce pas, des émissions, de la déforestation. Voilà, bref, vous avez un CV fourni. Bon, un peu fourni, parce qu'il faut être modeste, mais nous voulons véritablement que dans les jours qui viennent, nous puissions être utiles pour notre pays, parce qu'effectivement, ça nous donne l'occasion de travailler avec les provinces, de travailler au niveau national, mais il faut véritablement accéder à des responsabilités pour que nous puissions impacter davantage véritablement notre pays, parce que les choses n'ont pas l'air d'avancer. Voilà. Nous entrons dans le vif de nos sujets. Premier sujet en tout cas, le FCC annonce déjà son programme, en tout cas c'est déjà ce vendredi que finalement Chadari va devoir annoncer au grand public son programme de gouvernement. Vous êtes Congolais, un des candidats, en tout cas un candidat majeur quand même, parce qu'il dirige l'une des plus grandes plateformes politiques et qui va devoir annoncer ou publier son programme. Ça vous intéresse, bien sûr? Ça doit m'intéresser, parce que si Chadari devenait président, il va nous gérer tous. Et donc sa politique, sa bonne ou sa mauvaise, va nous impacter. Il faut savoir réfléchir. Mais je suis un petit peu étonné parce que le choix a été fait en amont, sans un programme à la base, pour qu'on porte les choix sur une personne. Mais ça se fait en aval, peu importe. Mieux vaut tard que jamais. Mais en tout cas, en principe, avant de choisir un personnage qui puisse impacter visiblement la République, il faut qu'ensemble, on travaille un programme et on regarde à travers les personnes qui sont concernées dans une synergie, quelle est la personne qui peut porter véritablement cette offre politique. Or ici, le choix est intervenu avant et le programme est produit après. C'est que ce n'est pas véritablement la volonté de tout le monde. Très bien. C'est vraiment la volonté de l'autorité morale et qui a choisi Chadari. Encore qu'il faut se poser la question s'il sera en mesure de porter ce programme-là, parce que, en tout cas, si ça va être présenté demain, c'est ça aujourd'hui qui va apprendre comment... Je vous informe que ce n'était pas seulement le choix du chef de l'État, c'est plutôt le choix de toutes les composantes qui forment le FCC pour que Chadari soit là où il est aujourd'hui. Non, j'étais tellement étonné parce que tout le monde disait « Ah non, nous présentons nos félicitations au président de la République parce qu'il a choisi Chadari, etc. » Bon, ça c'est un faux débat. Ce n'est pas un problème. C'est un débat de bas étage. Maintenant, quelles sont vos attentes sur ce programme-là? Chadari, c'est le candidat de la continuité. Et comme candidat de la continuité, j'espère qu'effectivement il a tous les défis, parce que ce qui était proposé, n'est-ce pas, par ses prédécesseurs, n'a pas été fait. Et donc, il va continuer à nous chercher l'électricité qui dessert aujourd'hui essentiellement 9% de la population congolaise. Il en reste 91% des gens ont besoin d'électricité. Il est fort possible qu'on retrouve dans son programme comment va-t-il desservir l'électricité aux populations congolaises dès lors qu'aujourd'hui nous avons 87 millions d'habitants. En 2035, on sera à 165 millions. En 2050, on sera à 220 millions. Comment va-t-il, lui, là, aujourd'hui, quand nous avons 80 millions d'habitants, on dessert simplement 9%, encore que ce sont des pourcentages qui ont été véritablement actionnés par le maréchal Mobutu, dont on te critique à longueur de journée. Alors, il va nous dire, en 5 ans, à quelle proportion il va arriver. Mais entre le maréchal Mobutu et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur le terrain. Sur le terrain, sur le plan électrique. Sur le plan électrique, le maréchal... Non, écoutez, il ne faudrait pas que je me fasse Mobutu, ça c'est évident, mais nous avons une potentialité de 100 000 mégawatts. L'Inga, c'est lui-même, c'est 40 000 mégawatts. Et il n'y a que 1000 mégawatts qui est opérationnel. Il faut arrêter. Un pays comme l'Éthiopie venait de terminer un barrage de 6 000 mégawatts, la Renaissance, qui va desservir l'électricité, avec des capacités de mettre en place des mécanismes de desserte d'électricité éolienne, hydroélectrique et photovoltaïque. Nous, on n'a même pas véritablement aucune réalisation sur cette question-là. Aucune réalisation. Et pourtant, nous sommes en train de parler... Mais c'est un chantier. Eh bien, voilà. Un chantier, ça reste un chantier. On ne construit pas les chantiers.
Et c'est ça justement, c'est pourquoi je dis qu'il est candidat de la continuité. Il va prendre tous ces défis parce qu'on n'a rien fait. Vous savez que les infrastructures routières, nous avons 152 000 km de routes à réflexionner. On n'est pas allé. Talitage et rabayage, 2 000 à 3 000 km. Nous avons combien de ponts 3 500 ponts. On n'est pas allé, on n'a même pas fait 2%. Mais ce que vous oubliez, vous ne regardez pas là où on vient, hein, parce qu'on vient quand même de très loin. Ils ont pu faire quelque chose pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Vous savez mon ami Joseph, je suis évaluateur macroéconomique, parce que j'ai fait ça dans mes études post-universitaires. Il faut construire les interactions dynamiques, en fait. On a fait quoi? Regardez le secteur agricole. On n'est pas allé au-delà de 2% du budget. Et c'est là, justement, c'est une moyenne statistique. Est-ce que vous voyez qu'on a véritablement boosté la République au travers du secteur agricole? Vous voyez le changement de la situation des petits paysans, etc., en dehors de ces sites d'exploitation de Bukangalos qui n'existent même plus. Tout cela faisant commune montre véritablement que le travail n'a pas été efficace et efficient. Et que Chadari a beaucoup de défis à relever, simplement parce que tout reste à faire, on est à la case départ. Quand vous parlez de route, par exemple, sur le plan urbain... Et s'il gagne, vous allez le féliciter. Mais pourquoi pas? Encore qu'il faut qu'il gagne dans la sincérité, dans l'honnêteté, en utilisant un consensus autour des outils qu'il faut véritablement employer pour permettre véritablement d'assurer la chance égale à tout le monde. Voilà, alors Yves Kankonde, nous entrons dans le chapitre du processus électoral. Vous parlez de l'utilisation, M. Norbert Yamba, des outils qui font consensus ou qui sont objet d'un consensus. Parlons maintenant de ces questions qui divisent. Jusque-là, la classe politique RD congolaise, notamment la machine à voter, qui est contestée par les uns, mais soutenue par les autres, mais aussi soutenue par le président de la CENI. Parlons de ce fichier électoral jugé corrompu ou truqué par les autres, mais qui, devant le président de la CENI, ne pourra bloquer rien parce que on pourra se présenter avec sa carte d'électeur. Et vous, à l'UDPS, allez-vous partir aux élections avec toutes ces questions qui n'ont pas encore trouvé solution au consensus, ou vous proposez autre chose, M. Norbert? N'importe quelle question, même si celle qui est questionnante, c'est-à-dire des questions qui appellent d'autres questions. Voilà. Cherche toujours des solutions, surtout qu'on est en amont des élections. Très bien. Et il nous reste, je crois, un mois et demi pour que nous allions aux élections. Et s'il y a des questions qui posent un problème de consensus, je crois qu'il faut aller chercher ces solutions-là. Mais généralement, il faut le savoir que les élections ont toujours été organisées, n'est-ce pas, par le ministère de l'Intérieur. Le ministère a prérogative véritablement d'organiser les élections. Pour les cas qui nous concernent, étant donné que les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a un défaut de confiance. Et c'est comme ça qu'il était nécessaire qu'on mette en place une structure indépendante. Déclarée indépendante, mais c'est une structure publique. Vous dites, non, excusez-moi, M. Norbert, vous dites une structure déclarée indépendante. Mais c'est une structure publique. Publique, indépendante, mais ce qui est bien sûr le cas de la République démocratique du Congo, qui a une CENI, on dit Commission électorale nationale indépendante. Tout à fait. La notion de l'indépendance n'exclut pas le contrôle. Ben oui. La notion de l'indépendance n'exclut pas que les gens puissent apporter des contributions dans la performance des actes. Mais les mécanismes de contrôle dont vous faites allusion, c'est vous qui les avez proposés, vous acteurs politiques. Bien entendu. En donnant à cette structure ou à cet organe citoyen vos représentants qui sont là-bas, qui réfléchissent à votre place parce qu'ils ont mérité votre confiance. Ce sont vos yeux, vos oreilles, votre cerveau là-bas au sein de la Commission électorale nationale. Vous avez raison. C'est comme ça que cette indépendance demandait à ce qu'on mutualise les efforts, qu'il y ait interaction dynamique, qu'il y ait construction de la confiance, réduction de la méfiance entre les acteurs en envoyant, n'est-ce pas, chaque groupe, un représentant, etc., suivant son pan politique. Très bien. Et vous avez vu aujourd'hui que cette institution n'a pas l'air de suivre véritablement la boussole qui a été tracée. Même les personnes qui ont été envoyées par véritablement les partis politiques sont robotisées. Et vous avez suivi, l'IDPS avait demandé que soit retiré naturellement son représentant de la CENI. Qui est l'actuel rapporteur. Mais puisque vous évoquez toujours cette question du rapporteur, M. Jean-Pierre Kalamba,
vous avez voulu le remplacer par qui? Aviez-vous tenu compte du temps? Vous enlevez quelqu'un qui est déjà dans le système, c'est-à-dire qui maîtrise beaucoup de paramètres par rapport aux réalités électorales qui sont les nôtres. Vous allez donner quelqu'un qui soit novice, qui va mettre du temps pour apprendre et voir, vu le temps qui nous reste, voilà pourquoi votre proposition n'a pas été soutenue. Écoutez, le PPRD, la mouvance présidentielle, avait changé le représentant. Le médecin avait changé le représentant. Qu'est-ce qui a compliqué pour que l'IDP change? Je m'excuse beaucoup. Donnez-moi un peu de temps. Allez-y, monsieur Norbert. Vous parlez des novices. Moi, par exemple, je suis spécialiste. Je suis promené à travers l'Afrique et l'Europe pour cette question électorale. Et à l'IDPS, il y a plein de gens, des hommes et des femmes qui sont spécialisés sur ces questions. Jean-Pierre est entré, il n'avait même pas le profil. Mais il a beaucoup appris. Bon, il a beaucoup appris, mais il n'y a pas de casse. Lorsqu'on n'a plus confiance, parce que Jean-Pierre est là, nous avons pas mal de problèmes à l'intérieur de la CNI. Lui aurait pu véritablement peser. Et simplement parce qu'il a emporté dans un processus de robotisation, de manipulation, qui véritablement aujourd'hui a élu domicile dans l'imbécilité. Mais vous parlez de la manipulation. Qui manipule qui? C'est qui le manipulateur? Mais c'est le pouvoir. Comment ça? Le pouvoir a ses représentants là-bas. Le PPRD, disons, parce que vous avez évoqué le PPRD. Ils ont leurs représentants là-bas. Il faut manipuler ceux des autres. Pourquoi? Pour quelle fin? Vous savez, en criminologie, il y a ce qu'on appelle la démocrature. Une démocratie, c'est une démocratie de façade. Où on se dit qu'on joue le foot. La démocrature. La démocrature. J'allais dire la démocraticide. La démocraticide. On joue le foot, mais quelqu'un vient jouer. Ce n'est qu'un jeu de mots. On vient jouer le rugby à la place du foot. Et nous sommes en train véritablement d'assister à ça. C'est pourquoi on n'avance pas. L'Afrique est tout entière debout. Toutes les 4 régions sont debout, sauf l'Afrique centrale. Parce que la locomotive elle-même ne comprend pas où est-ce qu'on va. À cause des actes parfois incontrôlés de son élite. Revenons maintenant à ces questions qui vous divisent. L'UDPS dit... Nous acceptons finalement d'aller aux élections du 23 décembre avec où sont la machine à voter. Cela, vous avez lancé le débat dans les salons des partis politiques. Pourquoi vous aviez changé alors que vous étiez tous dans la même dynamique, celle de ne pas voir la machine à voter être utilisée pendant ces échéances électorales? La machine à voter est une machine susceptible d'être programmée et cette programmation peut donner des dégâts. Et l'UDPS, jusqu'aujourd'hui, continue à défendre que la machine soit mise de côté. Il n'a jamais été question dans les chefs de l'UDPS d'accepter la machine parce que nous avons de présomptions négatives par rapport à cette machine. Et nous continuons à insister pour dire que si l'on voudrait jouer le franc jeu, il faut que cette machine soit mise de côté. Mais nous disons également que nous avons des échéances à atteindre et que d'ici là, à 45 jours, on sera le 23 décembre. On a été trompé en 2016. On a été trompé en 2017. Il ne faudrait pas que cette échéance passe. Si dans l'hypothèse que la question de la machine, dont on refuse et qui ne fait pas l'objet d'unanimité au sein de la classe politique, persiste, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, une vision programmée de pousser l'opposition à boycotter les élections. Très bien. Cependant, cependant, nous n'allons pas boycotter. Nous n'allons pas boycotter. Machine ou pas, parce que nous vivons la démocrature, nous y allons à condition que l'échéance du 23 soit respectée. Machine ou pas, vous allez aux élections. Moi, je vais vous aider. Monsieur Norbert Naher, Yamba, l'UDPS, nous allons vous aider par rapport à cette analyse. Avec ou sans la machine à voter, l'UDPS accepte d'aller aux élections du 23 décembre. Moi, je suis en train de proposer que vous enleviez déjà l'idée de sans machine à voter. L'UDPS accepte d'aller aux élections avec la machine à voter. Parce que Nanga a été clair, il ne sera pas question d'avoir des élections en RDC le 23 décembre sans la machine à voter. Donc vous n'aurez pas des bulletins imprimés. Donc vous acceptez d'aller aux élections
avec la machine à voter. C'est Nanga lui-même qui a élaboré un calendrier électoral où il a précisé un certain nombre d'activités à réaliser dans les délais. Et dans ces activités, il a repris l'impression de bulletins de vote. Et nous estimons que ces activités peuvent être réalisées si véritablement on a l'intention d'organiser les élections. Alors nous disons oui. que, avec le même langage avec l'opposition, même s'il y a une nuance au niveau des stratégies de l'approche, nous disons que avec machine ou sans machine, étant donné l'entêtement, étant donné la récidivité de la CNI, avec une arrogance rationnelle, n'est-ce pas, de son président, nous ne pouvons qu'y aller. Mais l'opposition dit, nous ne voulons pas la machine, nous ne pouvons pas non plus boycotter les élections. C'est que nous parlons le même langage. Oui, puisque l'UDPS accepte d'aller aux élections sans la machine à voter. Oh, non, plutôt avec la machine à voter. Mais une machine contestée... C'est une conditionnalité. Il ne faut pas dire d'une affirmation. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. C'est une conditionnalité. Permettez-moi d'évoluer. Oui, allons clairement. Vous irez aux élections avec la machine à voter. Parce que ça va être ainsi. Vous allez aux élections, la machine à voter contestée par une bonne frange, et par vous aussi à un moment donné. N'est-ce pas là, vous préparez le lit de votre échec, et tout ce que vous reprochez à cette machine, vous n'aurez pas à les vivre, monsieur Norbert Yamba Yamba. Nous ne vous recevrons pas ici quelques jours après la promulgation des résultats des élections, en train de clamer haut et fort qu'on a triché. Notre candidat a été élu, comme ça a été le cas en 2016. Hein? En 2011. 2011 plutôt. Vous avez dit que c'était Tshisekedi qui était élu, et c'était un autre qui était proclamé, et vous ne reviendrez pas avec le même discours, parce que tout le monde vous suit. Ça fait partie des procédures. Ça fait partie des procédures. Le problème pour nous, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on construise la culture de respect des textes. Il est bien dit qu'une mandature, c'est 5 ans. On arrive à la fin du mandat. Il faut véritablement qu'on construise l'alternance. Le faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai que la question des revendications, la question de recours est prévue par la Constitution, est prévue par les lois et les textes réglementaires. Venir ici dire que nous avons gagné, encore qu'aujourd'hui, on est en train véritablement de mijoter des stratégies innovantes pour faire le monitoring de ces élections. Cette fois-ci, hier, vous savez, lorsqu'il fallait poser la question à Bafasende, où on n'a pas été représenté là-bas, est-ce qu'il peut nous donner les procès verbal? On n'avait peut-être pas personne pour nous donner. Cette fois-ci, on a formé les témoins. Et tous les témoins devront être dans les 83 000 bureaux de vote. C'est comme ça que nous avons dit qu'avec l'opposition, d'une manière générale, on verra les différents fiefs des partis politiques. On peut se répartir les espaces géographiques pour véritablement surveiller. Mais c'est vrai que vous avez raison quand vous posez la question sur les empreintes, les personnes dont on ne retrouve pas les empreintes digitales. Et vous voyez également comment le pouvoir, qui est en alliance stratégique avec la CNI, sont en train véritablement de contester. Cette alliance qui paraît comme un procès d'intention, apparemment. Ce n'est pas un procès d'intention, mais lorsque, en criminologie, il y a deux notions importantes, il y a l'État et le pouvoir. L'État, ce sont des institutions pérennes qui fonctionnent et qui ont des prérogatives bien déterminées. Mais lorsque le pouvoir qui arrive sur base des élections, etc., qui s'installe, piétine les institutions pérennes, ça crée un court-circuit. À ce moment-là, le pays ne peut pas avancer. Et nous sommes véritablement en train d'assister à ce spectacle où toutes les institutions sont robotisées, instrumentalisées, imbécilisées, Norbert Yamba Yamba, on ne peut faire que la volonté du pouvoir. Est-ce que l'UDPS, ou quelles sont les leçons que l'UDPS tire des échéances électorales passées? En 2006, nous savons ce qui s'était passé. La chaise vide, le boycott. Nous n'irons pas aux élections, on voit d'autres sociétaires de l'opposition crédibiliser le processus. En 2011, l'UDPS dit cette fois-ci, nous occupons le siège et vous étiez deuxième lors de la proclamation des résultats. Qu'est-ce que l'UDPS a tiré de ces deux échéances? Et qu'est-ce que l'UDPS compte faire pour que après le 23 décembre, que l'on voie au moins cette première fille de l'opposition porter une bannière? Et éviter les erreurs du passé. Tout à fait. Et c'est justement ça que nous avons évalué dans une séance marathon, n'est-ce pas, notre parcours politique.
Nous voulons éviter de jeter l'UDPS dans la poubelle de l'histoire. Et c'est comme ça que nous disons toujours boycotter, au point où le pouvoir sait que si je fais ça, par exemple, machine à voter, l'UDPS n'acceptera jamais. On nous considère comme si nous sommes des robots. Ou bien c'est oui, parce ou que bien vous c'est êtes non. monsieur non. Mais c'est non. Et chaque fois-ci, ils disent oui ou non, nous serons avec vous. Maintenant, ils sont embarrassés parce qu'ils ne sont pas capables d'organiser des élections aujourd'hui. Regardez. Ils ont dit qu'ils ont commandé 106 000 machines. Dans l'hypothèse où on accepte les machines. 106 000. Ça doit quitter, par exemple, Séoul, ça doit quitter Tokyo, etc. Aujourd'hui, on en a combien? On n'est pas allé au-delà de 12 000. Ils nous ont dit que c'était 35 000 qui sont arrivés. Quand on a vérifié la certification, en tout cas, on n'est pas au-delà de 12 000. Écoutez, il nous reste combien? S'il faut quitter Séoul, jusqu'ici, il faut 2000 km. Prendre ces matériels, les déployer en province, ça va prendre combien? La province la plus éloignée de Kinshasa, c'est Bukavu. C'est 2000 km. Et alors, il faut aller à Ngouéché, il faut aller à Kaziba. Plus profond là-bas. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis à la disposition de la centrale électorale des moyens logistiques importants. Voilà. Nous avons compris, faire le déploiement. Nous avons compris que le processus est en train d'être théâtralisé et que maintenant nous n'allons plus dire non parce que c'est programmé dans le non. Traditionnellement connu, presque endémique de l'UDPS. Donc c'est comme pour dire qu'avec Félix Tshisekedi, il y a une petite révolution, on corrige un peu les erreurs. Mais la société est serpentine, non. Du Sphinx, de l'unité. Non, il ne faut pas individualiser le débat. Nous voyons l'institution, parce que Sphinx, le Sphinx n'était pas seul. Il y a eu autant, c'est notre responsabilité à nous tous. Nous avons consenti un certain nombre de choses. Et nous partageons la responsabilité, mais nous devons corriger les processus. Voilà, vous le savez, on ne peut pas quitter ces plateaux sans parler de l'accord de Genève. Parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon vous, vous avez suivi le déroulement des travaux et tous les scénarios qui en est suivi. Comment avez-vous apprécié d'abord cet accord-là dans le fond? Dans le fond, j'ai beaucoup regretté que notre génération, ou pourtant l'Afrique demain, sera le continent du XXIe siècle, qu'on puisse signer parfois des choses invraisemblables. J'ai entendu que quelqu'un perdrait naturellement sa carrière politique si... Il revenait, il faisait marche arrière. Il faisait marche arrière. Qui fait cette injonction? Il y a deux notions importantes. Il y a d'abord retirer et renier. L'UDPS n'a pas renié. L'UDPS a retiré. C'est très important, il y a une nuance au niveau de l'approche. Mais quel est notre entendement? J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, M. Joseph. Je me suis dit, maintenant que nous sommes en train de vouloir imiter l'Occident, ce que je n'aime pas, par rapport à sa démocratie, etc., gréco-romaine, lorsqu'on veut, on est dans un groupe, pas divergent, mais j'allais dire disparate, où il y a plusieurs projets, où il y a plusieurs offres politiques. Lorsqu'on veut désigner quelqu'un qui représenterait tout le monde, il faut faire un petit effort. D'abord, la construction d'une offre consensuelle au travers des experts qui intègrent les différentes spécificités. Première chose. Deuxième chose, mais il faut organiser aussi les primaires. Il faut un échantillon qui organise les primaires. Les citoyens des différents partis politiques, pris comme échantillon, on dit, par rapport à ça, voilà la personne que nous voulons. C'était quoi le mode choisi, le mode qui devait être utilisé pour le choix du candidat commun? Est-ce par consensus ou on devait passer aux voix? On a commis une erreur grave, j'allais dire gravissime. Laquelle? Pour une question de consensus d'un choix d'un homme qui représente, on passe au vote. Mais au vote, c'était les rates. Regardez. Voilà. Au lieu qu'on pose la question aux citoyens qui pouvaient bien se prononcer, on va aller cette personne qui n'a aucune légitimité. Il y en a parmi eux qui ne sont pas... Vous dites cette personne qui n'ont pas de légitimité. Alors, notamment, en quoi? Notamment. Parce qu'ils ont postulé candidat président de la République. Ils ont été élus comment? Qui par qui? Mais il faut arrêter des conneries, des ragots de bas étage. Ils se retrouvent là-bas, ils s'octroient une légitimité, ils font sortir véritablement une procédure où ils se font élire sans mettre sur la table des critères, des règles pour dire qui parmi nous
à un parti politique et qu'il y a une ramification nationale. Ça, c'est très important parce que nous sommes en face d'un pouvoir réfractaire, récidiviste. Il faut avoir une représentation à différents niveaux d'atterrissage. Première question. Deuxième question. Parmi nous, qui est le plus connu? Troisième, et c'est l'offre politique. Qui peut l'apporter? Rien, tous ces critères. Allez. Voilà, au finish, l'UDPS... On dit, non, je m'excuse beaucoup. Il faut que les gens entendent parce que les gens sont en train de dire, on a trahi, on a fait ceci. Voilà. Nous nous retrouvons, ils se retrouvent en Genève. Ils disent, voilà quelle est la procédure. La première procédure, c'est que les validés. Et je me pose la question, pourquoi les invalidés sont allés là-bas? Et puis, bon, les validés, chacun doit prévoir, doit choisir des personnes. Félix va choisir Fayoulou. Et Fayoulou, au lieu de choisir Félix, il choisit Matungulu. Et Matungulu, à son tour, lui choisit qui? Matungulu choisit Fayoulou. Kamer, naïf, il lui aussi choisit Matungulu. Oh. Et on se retrouve dans l'évaluation, dans le déploiement. Félix, une voix. Makamere, une voix. Matungulu, deux voix. Fayoulou, et Mouzito, deux voix. Qui a choisi une personne toutes les deux. Alors, Mouzito est arrivé pour terminer la deuxième phase. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi Fayoulou. Ça frise un bouticage, ça frise. Alors, les choses ont évolué, après il y a le remous partout et finalement votre président va retirer sa signature, ce qui fait qu'il soit traité comme un traître, qu'il soit traité, qu'il ait perdu sa crédibilité au niveau national et international. En 1990. Et voilà, je vais vous donner la parole et on dit voilà, écoutez, comment est-ce que quelqu'un qui doit être un chef de l'État peut retirer sa signature comme ça, donc il peut devenir chef de l'État et peut, après la pression de quelques personnes, finalement il va rétracter. Est-ce vrai que vous avez trahi? Est-ce vrai que vous n'avez pas, Félix n'a pas la carrure ou le charisme de maîtriser sa base? Alors vous avez 3 minutes pour développer tout parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Écoutez, la démocratie, c'est la population. La démocratie, ce n'est pas un chef spirituel qui est tombé d'une planète et qui a trouvé un terrain vierge où il s'occupe et il monopolise son autorité. Mais on a vu que c'est lui le guide qui ne devait pas céder à la pression de la population ou de la base. Je m'excuse beaucoup. Allez-y. Je vous dis que la monopolisation d'une autorité autoritariste, c'est de la dictature, c'est de la sauvagerie, c'est de la barbarie. Et c'est ce qui a fait l'Afrique que nous vivons dans cet état chaotique. Et alors, mon cher ami, dis-moi, je sais qu'il dit en 1990, le tout-puissant, populaire partout, nommé par le président Mobutu, il a été assiégé par les combattants et lui ont demandé de ne pas accepter l'offre du président Mobutu. Il a dit, ok. Donc c'est déjà une coutume, lorsque le combattant s'élève, le chef... L'IDPS, c'est un parti de masse, à la différence par exemple du MLC, où la voix du chairman, c'est la voix de Dieu. À la différence du PPRD, la voix de l'autorité morale, c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui a parlé, c'est Jésus qui est arrivé. L'IDPS, nous ne sommes pas comme dans une ferme, où il y a des animaux là-dedans, on nous ligature, non. Vous voyez des hommes comme nous, comme ça, vous pouvez vous amuser comme ça, faire n'importe comment. Ah mais non. Et les gens disent, écoute, attention. Nous étions déjà nous étions déjà en avance sur le plan des sondages. Nous sommes représentés à différents niveaux de notre pays. Nous avons une connaissance un peu presque partout. Et puis bon, nous avons une offre politique alléchante. Mais qu'est-ce qui explique que quelqu'un qui n'a qu'un seul député, à l'Assemblée nationale, nous en avons 44, même si nous avons foutu à la mettre, ils sont revenus, ils se sont suppliés, ils se sont agenouillés. Nous avons, n'est-ce pas, des représentations à travers le monde, en Asie, en Europe, en Amérique, etc. Et voilà, se faire représenter par quelqu'un qui n'a qu'un seul député, dont la base n'est pas suffisamment connue, etc. Est-ce que vous, si j'étais Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas, il nous a laissé en 2006, au moment où on était dans les tractations pour dire qu'on purifie le processus, il a pris son avion, il a fait la propagande. Nous avons parlé là de la trahison. L'UDPS se sent trahi. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Laissez-le un peu clôturer. Je m'excuse. Nous étions en 2013. Les MLC toujours. Les MLC est allé, n'est-ce pas, aux négociations. Heureusement qu'ils tous ils sont restés là-bas. J'ai compris que c'est un parti de bourgeois. Troisième chose, nous étions pour parler. Moi, j'ai participé pour parler de Venise. Au moment où nous pourrions avoir 50-50 des postes avec la mouvance présidentielle, nous avons dit, il faut une inclusivité.
Et vous avez vu comment les gens que nous avons voulu discuter ensemble pour que nous puissions construire une nouvelle dynamique pour les élections sont allés à l'OIA, etc. Et après, 5 ans. Et on nous a dribblés. Et ce dribbling-là va les coller à la peau toute leur vie. Mais pour clôturer, en tout cas, une certaine opinion pense que vous auriez reçu de pot de vin. On avance même certains chiffres en millions de dollars pour que vous puissiez crédibiliser le processus et abandonner finalement aller avec ou sans machine à voter. En tout cas, en 2 mots. Hein, parce que ce sont des ragots de bas étage. Ce sont des balivernes. Ce sont des chercheurs, des pseudo-chercheurs politisés qui fonctionnent dans un système de pourriture intrinsèque avec une sorte de comportement d'adolescence retardée. Voilà. Écoutez, la diffamation... Alors, vous avez 1 minute pour conclure l'émission. Hein. Ce que je voudrais dire, c'est que le peuple doit comprendre. Félix n'a pas trahi. Aujourd'hui, il est démontré, si tout va bien, qu'il y a eu des hommes parmi les invalidés. On a sorti de l'argent. Ça circule dans les réseaux sociaux. Une somme de 5 millions de dollars qui ont été donnés à la fondation Kofi Annan pour organiser cette rencontre. Et que la stratégie qui a été mise en place, c'était de démolir, de déconstruire Félix Tshisekedi qui avait déjà lancé le message pour qu'on y aille avec ou sans machine. Mais les autres qui croyaient qu'on pouvait aller jusqu'à la fin sans organiser des élections, qu'on fasse un dialogue pour qu'ils reviennent, pour qu'ils reprennent leurs droits, n'ont pas trouvé pas leur compte. Et c'est comme ça qu'ils ont fait tout pour arriver à humilier notre président qui aujourd'hui est à la tête du sondage. Donc, nous croyons que notre peuple comprendra. Rien n'est perdu. Si chacun de nous, comme on sait que la mouvance présidentielle ne s'est pas beaucoup préoccupé de l'intérêt de notre peuple et que notre peuple est l'allié de l'opposition, il ne faut pas que la population se fatigue, se décourage. Nous sommes là et nous nous battrons. Et si la population se décide, on peut avoir des résultats. Voilà, merci beaucoup. C'est par ce mot que nous mettons un point final à cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de nous rester fidèles. Au revoir.